fera une réunion entre nous et puis on essaiera de diffuser cette réunion pour que la communication se fasse à l'extérieur. Alors, je vais vous présenter les gens. D'abord, Chantal. Chantal s'occupe... Je suis urbaniste et je travaille en fait beaucoup dans la dimension plutôt écologique, mais aussi beaucoup dans la dimension de recréation d'écosystèmes pour favoriser, enfin, revitaliser les bourgs, et beaucoup dans la ruralité. Donc les commerces, c'est au centre de notre préoccupation. C'est-à-dire comment on garde des petits commerces face aux enfin toutes les grandes surfaces qui sont installées autour. Donc voilà, je suis engagée, on est très engagé. Je fais partie de pas mal d'associations de maires et on œuvre dans cette direction. Alors Sophia est avocate, très bonne. Donc elle va vous présenter les professions libérales. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Safia Prété, je suis avocat inscrite au barreau de Paris et je suis aussi chargée d'enseignement à la fac de droit de Nantes, dans laquelle je prépare une thèse de doctorat. J'ai une activité qui est une activité artisanale, ce qui se fait, contrairement à ce qu'on imagine, beaucoup, voire de plus en plus, même au sein du barreau de Paris. Les avocats en France, nous sommes un petit peu plus de 30 000, presque 22 23 000, voire un petit peu plus maintenant, uniquement sur Paris. Et mon travail est, pour ce qui me concerne, vraiment tourné vers les TPE, les PME et les start-up. Frédéric. Merci, bonjour. Mon nom est Frédéric Malaval. Donc j'ai eu plusieurs vies professionnelles, dont notamment agent général d'assurance pendant l'autre millénaire, professeur d'université et maintenant collaborateur occasionnel du service public, donc commissaire enquêteur. Et je suis ici pour le compte de la principale organisation non gouvernementale représentant le mouvement éco-humaniste dans le monde. Olivier en dira quelques mots tout à l'heure, je pense. Et Marc, tu veux bien te présenter ? Alors moi je suis Marc Delfondo, le vice-président de l'association de CNDI et je suis juge assesseur au tribunal de Paris. Mes activités sont dans ce domaine, tout ce qui concerne un petit peu la justice. Voilà. Voilà, donc on sait de quoi on parle, grosso modo, vous aussi, mais vous nous connaissez un peu mieux comme ça, vous voyez de quoi on parle et de ce que nous sommes. Alors, mais vous avez vu aussi que quelque part, on n'a pas une communication exceptionnelle faite par les médias. Donc nous avons cherché un moyen de communiquer. Et parmi tous ces moyens, celui qui nous semblait le plus efficace pour être connu et reconnu, c'était d'être présent aux élections européennes. Alors, les élections européennes, ça veut dire que nous allons pouvoir bénéficier du 21 avril jusqu'au 26 mai de tous les médias, radio, télévision, presse, au même titre que si nous étions un parti politique. Mais pas tout à fait au même titre, parce qu'un parti politique qui a des parlementaires peut parler 1 heure, et nous aurons le droit qu'à une demi-heure. Donc partout en France, il faut que vous alliez voir vos médias et que vous leur disiez, voici, on existe. Donc notre rôle, c'est bien de défendre les petits entrepreneurs et les artisans, les commerçants, les indépendants, et aussi toutes les startups, parce que vraiment, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Alors ça, c'est la première approche que nous avons. Maintenant, quand on nous demande, et on me l'a demandé plusieurs fois, mais c'est qui les oubliés ? Mais c'est nous tous. Finalement, on s'aperçoit très vite que les artisans, les commerçants, les professions libérales, et on est vite oublié du monde économique. Et on ne parle pas de nous, alors que nous sommes nous-mêmes le noyau, la force vive de notre pays. On nous oublie complètement. Alors c'est pour ça qu'on a créé les oubliés de l'Europe.
Et les oubliés de l'Europe, c'est un nom qu'on a trouvé en collectivité, si j'ose dire. On a bien pensé à ça, on a regardé comment on pouvait faire, et on s'est aperçu très vite que c'est un nom qui portait bien, et qui portait vraiment bien nos idées. Voilà, c'était la première idée, et finalement, quand on fait le point, on est très nombreux. Parce que les chiffres, je les ai là, quelque part. Voilà. On est quand même en artisans avec leur famille, il y a 2,5 millions et 2,3 millions d'électeurs, c'est quand même un chiffre important. Les petits commerçants avec leur famille, avec les employés, 6,1 millions. Les professions libérales, 3,8 millions. Les indépendants et leurs familles, 2,9 millions. Et les startups, 300 000. Et à ça, on a été contacté récemment pour que les retraités viennent de se joindre à nous, parce qu'ils se sentent aussi comme oubliés. Donc quand on fait le total, on n'est pas loin d'être 30 millions d'électeurs sensibilisés par le fait qu'on soit oublié, sur 46 millions. Donc ça représente un énorme pourcentage. Donc on a vraiment la possibilité de faire une opération qui devrait être réussie au niveau européen. Voilà. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est on a une chance d'avoir des élus, et des chances en tout cas de se faire entendre et d'avoir des élus. Après, il faudrait peut-être un peu qu'on débatte de notre programme. Alors le programme, on a pensé d'abord qu'il fallait sauver le savoir-faire. Le savoir-faire français, le savoir-faire pas que français, d'ailleurs, le savoir-faire, il est aujourd'hui complètement bouffé par les grandes industries, et on s'aperçoit que le boulanger ne sait plus faire son pain, il l'achète de manière industrielle, et toutes les activités sont comme ça. Les forgerons, il n'y en a plus, et on en réclame. Il y a plein de métiers de ce genre-là, et on voit le savoir disparaître. Donc il faudrait d'abord protéger ce savoir-faire, et je pense que c'est essentiel. Après, il faudrait relancer l'emploi de proximité. Parce que relancer l'emploi, si la SNCF fait une embauche de 2-3 000 personnes, ça paraît énorme, mais finalement c'est insignifiant parce qu'on pourrait faire chez nous. Si des artisans et des commerçants se mettaient à embaucher, c'est plus de 2-3 000, ça serait 300, 400, 500 000 personnes qui seraient embauchées. Encore pour ça, il faudrait pouvoir leur donner la possibilité. Donc il y a le problème des charges sociales qu'il faudrait harmoniser, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Je voulais aussi parler également des normes européennes. Aujourd'hui, c'est les technocrates qui décident de ça. Et on voit, par exemple, on en parle pas mal en ce moment, le camembert. Le camembert, l'Europe est en train de décider qu'à partir de l'année prochaine, le camembert, ça ne sera plus le camembert fait en Normandie, ça sera le camembert qui pourra être fait n'importe où. Il pourra même être stérilisé. Donc votre camembert à la louche que vous connaissez, il n'existera plus. Et donc, il faut défendre ces normes-là et donner une certaine diversité, et qu'il n'y ait pas une uniformité, mais qu'il y ait une diversité de ces normes qui correspondent aux régions, qui correspondent vraiment aux régions ou même aux techniques locales, et qu'on ne fasse pas une norme qui soit européenne et qui ne corresponde plus franchement au goût recherché par les gens. Et je pense que ça, c'est très important. On a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là. Après, il faudrait réanimer les centres-villes. Alors, réanimer les centres-villes, je ne crois pas, mais on en reparlera encore, bien sûr, qu'on puisse les réanimer en remettant un commerce qui est dans les grandes surfaces ou ailleurs ou dans les banlieues. Il faut redonner une âme aux centres-villes, c'est-à-dire qu'il faut leur donner autre chose que ce qui existe. Parce que mettre des banquiers ou des assureurs, excusez-moi les assureurs, mais des assureurs de centre-ville, à 17h, tout le monde est fermé, les centres-villes sont morts. Et un commerçant, il est ouvert, c'est lui qui dynamise ce centre-ville, c'est lui qui lui donne également une certaine vie, une sécurité, il sécurise son quartier, il fait beaucoup de choses. Alors donc, mais on sait que ce type de commerçant, on ne le retrouvera pas, il faut donc donner autre chose. Alors donner autre chose, c'est par exemple développer des associations, faire du théâtre, faire du cinéma, faire des expositions, redonner une vie sociale au centre-ville, tout à fait différente qu'une vie commerciale. Mais automatiquement, si on redonne une vie sociale, il y aura un café où les gens vont se retrouver. Donc on redonnera également non seulement une vie sociale, mais aussi un embryon de redémarrage de vie commerciale. Donc il y a tout un chemin que nous avons fait, que nous savons faire. Et nous, il faut vraiment qu'on se donne pour ça. Je pense que tu pourras en parler un petit peu, Jean-Talin. D'accord ?
D'accord. Merci. Oui, là, je suis très attaché à l'apprentissage. Je suis élu à la Chambre de commerce, hein, et je sais que on a à la Chambre de commerce de Paris, on a 19 écoles. 19 écoles. Là-dedans, il y a pratiquement tous les métiers. L'hôtellerie avec Ferrandi, HEC, l'ESSEC, tout ça. Et tous ces gens-là, ils recherchent des apprentis. Parce que des apprentis, ça veut dire qu'ils touchent une taxe, et quand ils touchent la taxe, ça leur permet de financer leurs écoles. Donc, il faut quoi? Il faut un apprenti, une école, mais pour que l'apprentissage soit rempli, il faut qu'il y ait une entreprise. Salut toi. Une entreprise qui embauche l'apprenti ou l'alternant. Donc, il y a une opération à faire avec trois facteurs. Or, souvent, on néglige complètement les artisans ou les commerçants pour prendre un apprenti. Alors bon, Louis en a pris une dizaine ou une vingtaine, c'est différent, mais il veut dire que les gens qui sont dans le circuit le comprennent, mais les chambres de commerce sont assez éloignées de ça. Alors il faut favoriser l'apprentissage et c'est faisable. On a les moyens de le faire et l'État nous aide dans ce domaine-là. Alors donc je pense que c'est très important parce qu'un apprenti, bon, je ne vais pas vous développer, vous savez ce que c'est qu'un apprenti, mais c'est quelqu'un qui d'abord apprend un métier, c'est pour ça qu'il est apprenti, mais en plus il apprend une tradition, il apprend à transmettre, il encaisse pour transmettre, donc il enseigne, et en plus de ça, quelque part, quand quelqu'un quitte l'entreprise, il est content d'avoir un apprenti pour prendre sa relève. Donc à tout point de vue, c'est vraiment une chose très très importante d'avoir un bon apprenti dans une entreprise. Alors, il faut aussi harmoniser les charges sociales en Europe. Ça, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais c'est faisable. Par exemple, en Allemagne, les charges sociales pour les commerçants et les indépendants est de l'ordre de 11%. En France, c'est 42%. Alors, les charges sociales, pour une prestation de service qui n'est pas loin d'être la même, avec quelques variantes quand même, mais je veux dire, c'est pas loin d'être la même. Donc, il n'y a pas de raison qu'on paye autant de charges. Alors, pourquoi? Parce que nous, on a tout remis sur le travail. C'est le travail qui paye tout. Alors qu'il y a autre chose que le travail qui rapporte de l'argent. Donc, on a tout mis sur le travail, donc finalement sur les travailleurs. Et c'est les travailleurs qui payent pour avoir leur protection sociale et d'autres en bénéficient sans payer. Donc, il faudrait harmoniser tout ça. Et ça pourrait se faire au niveau européen. Et là, on a un rôle européen à jouer. Après, les travailleurs étrangers qui viennent travailler en France n'ont pas toujours les contrats adaptés. On voit des travailleurs étrangers qui sont inscrits dans une entreprise d'intérim en Pologne et qui viennent travailler en France avec un contrat polonais. Et bien sûr, dans les conditions qui ne sont pas les nôtres, de salaire, de sécurité, d'entretien. Donc tout ça, il faudrait aussi harmoniser et faire de telle sorte que les choses se passent, qu'on ne soit pas mis en concurrence avec nous-mêmes. Parce que ça peut être un travailleur français qui est inscrit en une entreprise polonaise qui vient travailler en France, ou portugais, hein, je dis polonais parce qu'on parle souvent de plombier, mais il y a le plâtrier. Hein, donc, quelque part, il faudrait harmoniser ça pour que les artisans qui travaillent en France ne soient pas pénalisés par ceux qui viennent de l'étranger et qui ne payent pas les mêmes charges sociales et les mêmes impôts que nous. Après, je voulais, là, je suis assez touché par ça, c'est quand on est élu quelque part, au tribunal de commerce par exemple, ou à la chambre des métiers, ou chambre de commerce, on n'est pas payé. Alors, le fait d'être pas payé, quand vous êtes en audience au tribunal de commerce 2 fois par semaine, et que vous ne pouvez pas en même temps quitter votre entreprise sans être payé et travailler gracieusement. Donc finalement, ces places sont laissées à qui? Ils sont laissés à ceux qui sont payés par leur entreprise. Par exemple, le Crédit Agricole va désigner quelqu'un au tribunal de commerce, il continuera à être payé par le Crédit Agricole, et lui, il n'y voit pas d'inconvénient. Mais le Crédit Agricole, comme d'autres grandes structures, industrielles ou commerciales, ils ne comprennent pas les problèmes des petits entrepreneurs. Et finalement, ils sont instruits, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas la culture pour les comprendre et partager leurs problèmes. Donc finalement, il faut, pour que nous soyons au diapason, il faut que les élus soient rémunérés ou indemnisés de telle sorte qu'ils ne perdent pas d'argent quand ils sont élus. Voilà, je voulais aussi... alors là, par contre, je vais vous laisser les paroles parler de l'éco-humanisme. Alors, je voulais dire un mot, mais c'est presque un gros mot, paraît-il, mais
Je ne vais pas le dire. Tu veux bien, Frédéric, en parler? Merci Olivier. Donc effectivement, je suis chargé de la redoutable tâche de parler de l'éco-humanisme. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Parce qu'effectivement, on a plutôt l'impression à l'origine que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Ça peut paraître effectivement comme ça au premier abord. Et puis quand on creuse un peu, on s'aperçoit très vite que des gens de terrain comme vous, comme j'ai été l'autre millénaire, et des gens qui naviguent dans les sphères de l'ONU, finalement disent exactement la même chose, mais avec des mots différents. Comment résumer l'éco-humanisme? Bon, l'éco-humanisme, c'est un mouvement philosophique qui trouve ses racines chez les Grecs, ça n'a rien d'original, et qui va postuler que sur la Terre, il y a des choses fantastiques, il y a des formes de vie, des formes d'organisation humaine fantastiques. Il y a des gens qui, sur les terrains, développent des activités qui sont différentes de ceux qui les développent à côté, et que tout ça est un bien immensément précieux et qu'il faut tout faire pour le conserver. Donc vous comprenez bien qu'à partir de ce qu'a dit Olivier Bidou, on se rejoint exactement dans les préoccupations. Entre des artisans qui sont attachés à leur territoire, des commerçants, des industriels qui font des choses sur leur territoire, qui les animent avec leurs spécificités et qui effectivement sont, il faut le dire, en concurrence des fois avec des méga structures qui veulent de la standardisation, qui veulent de la normalisation, qui veulent des échanges pour pouvoir fabriquer dans des endroits pas chers des trucs qu'on va vendre très cher ailleurs, créant des distorsions de concurrence monumentales. Eh bien, il y a deux modèles actuellement qui s'opposent. Il y a deux modèles de vie qui s'opposent. Les éco-humanistes portent un modèle diversifié, c'est-à-dire où chacun développe une activité différente, mais tout en respectant ce que fait l'autre, par rapport à ceux qui veulent qu'on devienne tous pareils, qu'on mange tous la même chose et que tout soit standardisé. Pour le moment, c'est ce que j'aurais à dire. Tu veux rajouter quelque chose, Chantal? Non? Alors, je vous ai parlé donc de mon travail d'urbaniste. Aujourd'hui, ce qu'on fait, je travaille beaucoup avec des organismes comme, je ne sais pas si vous connaissez la Nouvelle Ruralité, qui est en fait une association d'élus, voilà, d'élus, qui tente de créer ce qu'on appelle un nouveau récit concernant les territoires ruraux. Et là, on se sent complètement en phase avec les mouvements récents qui redemandent une plus grande considération effectivement des territoires et des 23 millions de personnes qui vivent sur ces territoires. Je aussi travaille beaucoup avec la MairF, qui est une association donc, de maires ruraux, c'est 10 000 maires ruraux qui travaillent aussi dans ce sens. C'est ça pour dire que notre travail consiste à essayer de revitaliser les bourgs, les centres-bourgs des territoires ruraux, et en travaillant avec tout le monde, on travaille avec l'ensemble des acteurs, et on fait un travail en écosystémique, c'est-à-dire on essaye de mettre en place des procédés un peu itératifs, c'est-à-dire on sort de l'approche silo pour aller sur une approche de résilience locale. Voilà. Donc c'est un peu technique peut-être, mais c'est un peu l'esprit dans lequel on travaille. Si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre. Bien, parce qu'on est au marge des questions. Tu veux dire quelque chose, Marc? Non? Non? Oui, des questions, on va venir. Non, c'est désagréable, on oublie vite après. Bien, je vous ai dit donc l'essentiel de ce que nous allons faire. Maintenant, la campagne, on la commence aujourd'hui, officiellement. Donc, à partir de ce moment-là, je vais commencer à diffuser sur les réseaux qui dépassent un petit peu notre intimité, si j'ose dire. Et on va vers une vidéo, on va aller vers les réseaux Internet, on va aller un peu partout pour savoir qu'on est là, qu'on existe. Et non seulement ça, mais on va aussi essayer d'aller vers les radios dès maintenant. Donc je vous encourage vous-même à aller vers les radios, vers les télévisions, dans les journaux, avoir un petit entrefilet pour commencer, puis après développer tout ça, de telle sorte qu'on parte de notre mouvement et qu'on sache qu'on existe et qu'on va être présent dans cette campagne électorale. Je pense que c'est important qu'on nous le fassions savoir assez vite, parce que je vais essayer de voir, mais il y a un premier débat qui se fait le 4 avril sur France 2, et ils vont présenter les têtes de liste. Alors, je vais essayer de voir si je peux présenter les oubliés de l'Europe.
Et puis, mais ça serait bien que vous fassiez vous aussi le même travail de votre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Paris qui existe, et vous avez aussi toute la région parisienne, bien sûr, mais vous avez aussi toute la province. Et dans les provinces, les journaux locaux sont beaucoup plus faciles d'accès qu'ils le sont à Paris. Parce que pour avoir un article dans Le Monde ou dans Le Figaro, c'est pas évident. Alors que dans le Dauphiné Libéré ou dans Ouest France, c'est peut-être plus réalisable. Voilà, donc je vous encourage vivement si vous pouvez, aller vers les médias. Si vous avez besoin d'un papier, je vous ferai le papier nécessaire en disant que vous êtes candidat, que vous voulez vous exprimer en Seine-et-Marne comme ailleurs, du reste. Hein. Je dis à Seine-et-Marne parce que je te vois, Christophe, mais je veux dire que d'accord. Mais voilà, allez là-bas, dites on existe, on va présenter une liste, on a un potentiel énorme de gens qui sont susceptibles de voter pour nous. On va essayer de les convaincre d'aller jusqu'au bout, de mettre le bon bulletin de vote dans la bonne urne pour qu'on soit élu. Et je pense qu'on devrait faire un bon score. Alors, le climat aujourd'hui nous est assez favorable parce qu'il y a un climat politique, il y a un climat social, il y a un climat où il y a un doute permanent. Donc, quelque part, je pense que si on sait ce qu'on défend et qu'on le défend d'une manière intelligente, je pense qu'on arrivera à faire un très bon score. Oui. Ah, il faut que tu parles dans le micro. T'as bien fait de venir, toi. Merci, je vais me mettre là-devant, pas parce que je suis bon. Ça fonctionne? Oui, voilà. Gérard Passiel, je viens de la Moselle. Je suis de la région de Metz et j'ai une question tout à fait pratique par rapport à ce que le président vient de dire. Puisqu'il nous charge, si j'ai bien compris, d'aller voir nos journaux locaux, ce sera pour moi pas forcément un problème. J'ai fait un peu de politique, j'ai été maire, j'ai été vice-président d'Aglo, j'ai quelques entrées, enfin non pas parce que je suis estimé, mais parce qu'on me connaît. Mais en pratique, alors on a un programme. Pour qu'on me filme, d'accord, et c'est pour la télé. Oui, donc j'ai une question tout à fait pratique. On a un programme sur lequel vous avez déjà travaillé. Est-ce qu'en plus de ça, on pourrait avoir un argumentaire ou quelque chose qui nous permette de ne pas sortir du politiquement correct? Ou est-ce qu'à l'inverse, si on souhaite ne pas faire de politiquement correct, je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre mon cas. J'ai fait un peu de politique, mais je ne crois plus du tout à nos politiciens actuels. Alors, est-ce que dans le cadre de la liste des oubliés de l'Europe, on peut se permettre de dire ça ou pas? Voilà, donc je demande simplement si vous avez déjà travaillé sur la chose, s'il y a des expressions à éviter, des positions à éviter. Voilà. Donc c'est une question complètement pratique. Et puis s'il n'y a rien dessus, on peut se mettre à y travailler, enfin, ou ceux qui le souhaitent, je pense, pour qu'on évite, parce que je peux être parfois impulsif aussi, mais si je sais ce que je ne dois pas dire, je pense que j'arrive à me maîtriser. Voilà. Je ne suis pas avocat, mais je pense qu'on a besoin, enfin moi au moins j'ai besoin d'être guidé pour ça, pour éviter de dire des bêtises qui après sont reprises. Et le problème c'est que ça ne rejaillit pas seulement sur moi, c'est sur la liste, quoi. Voilà, c'était ça ma question. Oui, tu peux passer le micro là-bas. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Oui, moi j'ai une remarque. Moi, je pense plusieurs choses. Les partis actuels qui se présentent aux élections européennes sont tous contre quelque chose. Soit ils sont contre l'Europe et ils se présentent, ce qui est quand même un peu antinomique pour moi, soit ils sont contre le président actuel. Et moi, je pense qu'on devrait, nous, être positifs, ne pas être contre, mais emporter des idées, des arguments et éviter d'être négatifs. Je pense qu'on aurait tout à gagner à dire qu'on est les oubliés de l'Europe, qu'on a un programme qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments, mais ne pas jouer contre tel ou tel parti, ce que vont faire tous les autres. Et je pense que ça va être leur erreur et ça peut leur être fatal. Voilà, c'était juste une remarque personnelle, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je pense qu'il vaut être positif que négatif, et je vois que des gens négatifs en ce moment. En tout cas à la radio, sur Twitter, ailleurs. Voilà. Alors, c'est très curieux parce que on se disait il faut que quelqu'un commence à poser la première question et après ça démarra. Et on avait préparé exactement quelque chose de similaire ensemble pour qu'il pose la première question qui était dans cet esprit-là.
Alors, d'abord, il faut bien savoir qu'on est sans étiquette politique. Et sur tous les papiers que vous avez signés, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça va être fait, c'est marqué sans étiquette politique. C'est bien clair. On n'est pas pour, on n'est pas contre, on est sans étiquette politique. Là. Donc, au point de vue positif, si j'ose dire, pour répondre, quand on dit qu'on est sans étiquette politique, c'est un côté un peu négatif, comme du reste, un peu les oublier, un côté, une connotation négative. Donc, il faudrait qu'on arrive à traduire le sans étiquette politique par un mot qui voudrait dire la même chose, mais qui ne serait pas ni sans, ni tout ça. Donc là, il faut quand même qu'on le recherche. Mais il faut bien savoir, je ne serai plus président d'une organisation qui porterait des couleurs politiques. Hein, d'accord. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes opinions, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les vôtres, mais même si on a les mêmes opinions, même si on a le même caractère, on est sans étiquette politique. Alors, d'abord, j'ai cherché, est-ce que c'est possible? Et j'ai regardé dans le règlement européen, on peut parfaitement être sans étiquette politique. Ce qui n'est pas si facile que ça en France, parce qu'en France, dans l'élection législative, par exemple, on vous met divers droite, divers gauche, centre-droite, centre-gauche, ça. Mais là, en Europe, on peut être sans étiquette politique. Ce n'est pas apolitique, c'est sans étiquette politique. Donc j'abonde tout à fait dans tout ce que vous avez dit. Et on reste positif, si j'ose dire, mais c'est quand même un peu délicat d'utiliser le mot sans étiquette politique, qui est le mot légal, mais qui a une connotation négative. Donc il faudrait qu'on trouve un mot qui dise la même chose, mais en positif. Et là, vous êtes les bienvenus, hein. Pas de problème. C'est un constat, oui. C'est un constat. Oui, il faut que tu parles dans le micro, Louis. Ah, c'est trop tard. Vas-y. Oui, le terme oublié en... Non, le terme oublié en tant que tel n'est pas spécialement un négatif, c'est un constat permanent qui ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je le ressens comme ça, mais c'est vrai que des gens le ressentent aussi comme un côté un peu... non, bah, tant mieux, parfait. Parfait, je ne vais pas... Oui. Voilà. Ça serait bien si vous aviez une autre question à me poser. Ah, très bien. Tu passes le micro derrière toi? Merci. Oui, très bien, pas de problème. Alors, pardonnez-moi, je vais être un peu provocateur. Je me suis entretenu avec vous de 2-3 idées. Ce que j'aimerais dire, c'est très simple. Moi, je trouve que votre titre, il est super. Les oubliés de l'Europe, c'est super. C'est dans l'air du temps, donc la période, comme vous l'avez rappelé, elle est propice. Mais je me dis, si vous attaquez, heureusement qu'il n'y a pas de journalistes ici, mais si vous attaquez en précisant que vous êtes les représentants dans le cadre d'une élection européenne des artisans, on va vous dire mais vous vous trompez, c'est au municipal pour défendre l'emploi de proximité. Il faut que, à mon avis, je peux certainement me planter, mais il faudrait recentrer toutes vos bonnes idées, mais dans le cadre de l'Europe. Si vous souhaitez défendre l'emploi de proximité, c'est peut-être en disant les choses autrement, en disant qu'il faut qu'il y ait des représentants, des gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui voient nos campagnes se vider, et qu'au sein de l'Europe, il y a sans doute trop de technocrates, trop de gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en dehors de ces réalités-là. Mais si vous dites aussi qu'il faut une rémunération pour les représentants, ils vont se dire mais qu'est-ce que ça fait là? Est-ce que c'est bien le moment, lors d'une élection européenne, de demander une rémunération pour les représentants au sein des chambres de commerce? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me semble un petit peu en dehors de la plaque. C'est une élection européenne. Ratissez large, ou posez vos questions, vos besoins ou vos revendications dans le cadre d'une démarche européenne. Oui, je partage votre sentiment. Tout à fait. Cela, ça fait très oui, corporatiste. Oui, c'est vrai que je n'avais pas noté cette réflexion, mais je trouve pertinente, en effet, oui. D'accord. Oui. Attends. Là. Non. Alors, j'entends très bien ce que vous dites et c'est la réflexion, je pense que nombre d'entre nous nous sommes faits en regardant le programme. Simplement, il faut savoir que
l'Europe, en tout cas le Parlement européen, a un certain nombre de pouvoirs, hein, qu'il y a un certain nombre notamment d'enquêtes qui sont menées par l'équivalent de ce que l'on appelle le comité économique et social. Donc il y a plusieurs représentations de l'Europe sur tout le territoire européen, qui va a priori bientôt se réduire. Et ces comités permettent de subventionner. Hein, donc l'Europe déjà subventionne beaucoup de chantiers. On ne le sait pas forcément, parce qu'on ne lit pas forcément les panneaux quand un centre-ville est remis à niveau, lorsqu'une route est... Donc j'entends très très bien ce que vous dites, et vous avez raison, on peut recentrer, mais il faut savoir qu'au niveau du Parlement européen, compte tenu des pouvoirs qui sont ceux du Parlement européen, mais surtout compte tenu, j'allais dire, du pouvoir d'influence qui peut être celui des parlementaires, il peut y avoir une logique certainement à éclairer, à mettre en lumière, à parler du financement et du rôle finalement des intermédiaires de justice qui sont là aussi à l'écoute des artisans. Donc je comprends tout à fait ce que vous dites. Il y a peut-être juste à recentrer et à parler au niveau des subventions. Après, il faudra éviter les dialogues, mais ponctuellement. Et juste en 2 mots. Prenons l'exemple de Beauvais. C'est un agriculteur. Il s'est longtemps battu pour sa profession. Il est le représentant non pas des agriculteurs au sein de l'Europe, mais de l'écologie en général. Si vous souhaitez défendre les centres-villes, battez-vous sur l'emploi en privilégiant peut-être ceux qui le créent, les artisans, les commerçants, mais pas en demandant une rémunération pour les représentants, les délégués consulaires. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on va vous dire, attendez, c'est bon, quoi, on en donne. Il y a façon de le présenter, je pense. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christophe Zeller. Donc je vous ai rejoint parce que donc je suis chef d'entreprise, j'ai 4 sociétés donc 4 startups. Enfin il y a 10 ans c'était 4 startups, aujourd'hui ce n'est plus tout à fait. Moi je vous ai rejoint parce que j'ai quand même j'ai deux orientations professionnelles, l'une sur l'accompagnement des personnes âgées, bon, ça ne va pas être le cœur du sujet, et l'autre c'est sur la partie écologique. Je me bats depuis maintenant une dizaine d'années sur la problématique des éoliennes. Alors vous savez tous ce que c'est qu'une éolienne, je ne vais pas vous expliquer. Simplement, les éoliennes, c'est un instrument qui produit de l'énergie dès lors qu'il y a du vent. Sauf qu'en France, il y a du vent suffisant, ou pas de trop, parce qu'il faut qu'il n'y en ait pas de trop ou pas assez, à hauteur de 24%. Ce qui veut dire que vous ne vous posez pas la question quand vous appuyez sur un bouton pour avoir de l'électricité. Vous appuyez sur le bouton, vous avez de l'électricité. Sauf que 24% du temps, ça peut être une éolienne. Et dans ce cas-là, on peut penser que c'est un peu écologique, encore que ça se défend, puisqu'on ne sait pas recycler les pales une fois qu'elles sont obsolètes. Mais le reste du temps, c'est une centrale à charbon qu'on va faire fonctionner. Bon. Alors, nos dirigeants, ils ont signé la COP 21. Ils ont dit qu'on allait baisser le gaz à effet de serre. Et en France, on était le meilleur élève de la classe parce que 80% de la production d'électricité, il n'y a pas que le nucléaire, il y a l'hydraulique, enfin il y a d'autres choses, mais 80% de l'électricité en France était décarbonée. Décarbonée. C'est-à-dire on ne produisait pas du gaz à effet de serre et on ne produisait pas du CO2. Donc en France, on était les meilleurs. Et puis alors bon, il y a tout le lobby, il y a eu le lobby nucléaire, etc. Mais si vous voulez, on a décidé, donc nos dirigeants ont décidé, je vais dire dans leur grande sagesse, de subventionner. C'était Dominique Voynet à l'époque qui avait décidé de subventionner l'énergie éolienne 5 fois le prix du nucléaire, 5 fois le prix. Donc du coup, le marché a été complètement déséquilibré par cet appât du gain. Et on a vu des investisseurs de tout poil qui sont aussi écologiques que moi je suis pape. Et du coup, eh bien, on est en train
de modifier complètement le paysage, de faire des choses qui sont quand même, quand on va dans les Hauts-de-France, quand on va en Charente-Maritime, on a de plus en plus de patrons de région qui ne sont pas toujours élus, mais vous avez Xavier Bertrand, vous avez Bussereau, vous en avez, qui commencent à dire stop à l'éolien parce que c'est une bêtise phénoménale. Bon. Alors moi je vous ai rejoint parce que je pense que on est en train, enfin nos dirigeants sont en train de s'engager dans une voie qui est catastrophique pour la France parce que, juste vous donner un exemple, un agriculteur, alors je ne vous parle pas de toute la problématique, on a une avocate qui serait bien, enfin les conflits d'intérêts, les maires, je vous donne un petit exemple, je connais 207 maires qui ont, parce que les maires sont en général dans les petites communes au courant de beaucoup de choses bien avant tout le monde, ils ont acheté des terres à Pierre, ils ont vendu des terres à Paul, et comme par hasard, quand un projet d'éolien arrive, ça tombe sur quel terrain à votre avis? D'accord? Bon, vous saurez, donc il y a des conflits d'intérêts, il y a des prises illégales d'intérêts, mais comme les maires sont tous démissionnaires, les tribunaux administratifs font en sorte que les maires ne sont pas condamnés. Et puis en plus, l'État, pour forcer l'éolien, eh bien, ils ont décidé que la cour administrative n'était plus utilisable. Il fallait tout de suite aller en cour d'appel. Donc ça s'appelle une justice d'exception. Donc on est en train de basculer d'un pays dans lequel jusqu'à présent la représentation nationale, qui n'est pas très loin d'ici, nous représentait, était capable de faire des choses avec un contre-pouvoir. Il y avait la droite, la gauche, de temps en temps voter d'un côté, de temps en temps voter de l'autre. Aujourd'hui, on est sur un pouvoir totalement présidentiel. C'est-à-dire que les votes sont les votes bloqués. C'est-à-dire que vous allez... je suis allé à l'Assemblée nationale une 50aine de fois l'année dernière. Je discutais avec Ferrand. Il me disait, il y a le boss qui m'a dit de voter. On attend 3 heures du matin. On fait rentrer tout le monde chez soi. On appuie sur le bouton et j'ai 300 voix. Donc j'ai la majorité. Donc c'est comme ça que je vote. Bon. Je trouve que c'est très dangereux pour la démocratie. Alors, en France, c'est très très dangereux. Et sur les éoliennes, on avait décidé que dans un certain nombre de pays européens, puisqu'on est sur les européennes, en Allemagne, par exemple, on dit, pour des questions de santé, les éoliennes, c'est très dangereux pour la santé, il y a des acouphènes, il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes d'endormissement, il y a des problèmes pour les personnes bipolaires, enfin, il y a énormément de problèmes avec les infrasons. Eh bien, en Allemagne, dans les pays scandinaves, on n'a pas le droit de construire une éolienne à moins de H10, donc si elle fait 200 mètres de haut, x 10, 2 km de la première maison. En France, c'est 500 mètres. Pourquoi c'est 500 mètres? Parce qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, quand on a fait les premières éoliennes, elles faisaient 50 mètres et on n'a pas fait évoluer la législation en ce sens. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau européen, les Allemands sont en train d'arrêter l'éolien, d'accord? Ce qui fait qu'ils consomment de plus en plus de charbon, de la roure, et ils sont devenus les mauvais élèves. Et pourtant, ils sont infiniment plus écologiques que nous. Enfin, les Verts sont plus puissants que les Verts en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien pour autant, ils font marcher en arrière. Et bien nous, il faut qu'on fasse notre propre expérience au lieu de profiter de l'expérience européenne d'autres pays qui ont dit on fait un moratoire, on regarde, et puis on a peut-être d'autres choses à faire. Bon. Donc voilà un petit peu. Alors ma question, si je puis dire, c'est pourquoi je vous ai rejoint. Voilà, vous savez maintenant pourquoi. Mais également, je voulais savoir, est-ce que cette proposition on pourrait la rajouter, si vous en êtes tous d'accord, bien évidemment, enfin, notamment le président ou le bureau exécutif, est d'accord pour rajouter cette problématique qui défie. Alors, pour les urbains, on ne le voit pas, mais vous allez à Chartres, Chartres est entouré d'éoliennes, vous allez au Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel va être entouré d'éoliennes, enfin, et simplement, juste pour vous donner une idée, un agriculteur va toucher à peu près 9 000 € par an, par une éolienne. Le contrat va durer 15 ans, donc il va toucher à peu près 150 000 €. Sauf que, au terme, il devient propriétaire de l'éolienne. Sauf que qui démantèle l'éolienne, ça va être l'agriculteur. Et pour démonter une éolienne, c'est 500 000 €. Donc il va gagner 150 000 € à droite et 500 000 € à gauche. Donc l'agriculteur va être en faillite. Et juste pour vous donner une idée, sous une éolienne de 200 mètres, c'est 3000 tonnes de béton qu'on met. Alors 3000 tonnes de béton, ça neutralise quand même quelques hectares. Vu le nombre, on veut 20 000 éoliennes en France. Vous voyez le nombre d'hectares qu'on va neutraliser, et pas pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pour toute la vie. C'est comme des blocos, c'est un ferraillage phénoménal. Donc on est en train
alors, touristiquement parlant, enfin, on est en train de vraiment appauvrir notre pays sous plein, par une idée complètement folle. L'éolienne, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je veux dire, il y a l'hydrogène, il y a peut-être le stockage, demain, je l'espère. On peut améliorer l'hydraulique. Donc, il y a d'autres choses à explorer. Et je pense que peut-être, si vous en étiez d'accord, qu'on rajoute ce point à l'ordre des différentes moyens d'action des oubliés de l'Europe. Et je veux bien, à ce titre-là, être plutôt le vecteur ou le porte-parole un peu plus appuyé dans les discours avec les journalistes que je connais quand même bien puisque je les côtoie au quotidien, d'apporter ma pierre à l'édifice de cette façon-là. Je vous remercie. En tout cas, c'est une bonne idée. Je pense qu'il va falloir qu'on en débatte, mais je pense que c'est une bonne idée qu'on ne peut pas négliger. Il faut vraiment qu'on en parle. Voilà. Est-ce que... Oui, tu veux répondre? Merci Olivier. Effectivement, on sent ici que, comment dire, sur beaucoup de sujets, on ne sera pas forcément d'accord. On le voit bien. Alors se pose la question, quelle motivation à l'existence de cette liste? Pourquoi on fait cette liste? Et pourquoi des gens comme moi qui ne venons pas immédiatement du milieu qu'anime Olivier Bidou, eh bien, on s'est retrouvés, on essaye de faire quelque chose ensemble. Et je crois que sur à cette réponse, on sera tous d'accord. Je lisais là, avant de venir, que j'étais passé là, il y a 15 jours, il y avait le magazine, il n'y a pas de journaliste de Marianne ici? Donc le magazine Marianne titrait « Ils se battent pour redresser la France, commerçants, artisans, petits patrons, ils bossent, ils en bavent, et pourtant on les écrase. » Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, et je crois que c'est un peu dans toute l'Europe, il y a un consensus autour de l'idée que les gens qui font tous les jours concrètement les territoires, on ne les entend pas et ils ne parlent pas, ou ils parlent peu. En revanche, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui parlent très très bien. Ces gens-là sont très puissants et pourtant ils ne pèsent rien. Il y a quelques années, j'avais participé à une remise, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais professeur d'université, une remise de doctorat honoris causa, d'un économiste belge qui disait la chose suivante. Il nous avait vraiment interrogé en lui disant, d'après vous, combien pèsent dans l'économie française aujourd'hui les entreprises, donc quasiment toutes multinationales, du CAC 40, sachant que le chiffre est à peu près valable pour tous les pays du même niveau de développement économique. Moi, je m'étais complètement planté. Il nous avait répondu moins de 5%. C'est-à-dire les 95% autres, c'est vous qui le faites. C'est vous? C'est vous qui le faites. Est-ce qu'on les entend, ces 95%? Jamais. Un petit peu, grâce à des initiatives comme celle-là, mais on ne les entend jamais. Et je crois que là où on est complètement d'accord, même sur effectivement hydrogène, éolienne, gaz de schiste, etc., on peut avoir des points de vue différents, c'est évident. Mais là, en revanche, où on peut être complètement d'accord, c'est qu'on a besoin de gens comme vous au Parlement européen. Parce que les autres en face, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de l'argent. Quand vous faites fabriquer quelque chose pas cher à un endroit et que vous le revendez très cher à un autre endroit, dans les pays comme les nôtres, vous vous doutez bien que les marges sont phénoménales. Quand vous avez des marges phénoménales, vous pouvez payer plein de gens très compétents, des agences de communication formidables, qui vont intervenir auprès des députés, qui vont intervenir auprès des ministres, qui vont vous fournir de très beaux rapports. Qu'est-ce que les 95% qui font l'activité quotidienne des territoires, comme Chantal Bonnet l'a exprimé tout à l'heure, ont pour s'exprimer? Rien. Donc aujourd'hui, grâce à Olivier Bidou, on a une énorme chance. C'est la possibilité peut-être d'avoir 5, 10 députés. Mais ces 5, 10 députés, il faut les voir à la limite comme des lobbyistes, des artisans, des commerçants. Nous, les éco-humanistes, on est un peu dans la même perspective. Donc j'interviens pour le compte d'une personne qui a été président de la conférence des ONG à l'ONU. Donc il a croisé toutes les grandes ONG du monde. Il me disait ce matin, j'ai encore eu un entretien avec lui, 2 tiers des ONG sont des faux-nez de services d'État
ou de multinationales. Il dit les vraies ONG qui œuvrent vraiment dans l'intérêt du bien commun, on est très peu nombreux. Et pourtant, ils sont quand même représentés à l'ONU. Donc je parle de l'ONG Gaia Mater, aujourd'hui, qui est une OING, Organisation internationale non gouvernementale. C'est à peu près 300 000 personnes membres actifs dans le monde, donc 1500 en France aujourd'hui. Mais ces gens-là non plus, on n'en parle pas. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas des multinationales, ils n'ont pas des services d'État derrière eux pour les financer, pour intervenir auprès du monde politique. Donc la chance que l'on a aujourd'hui grâce à ce qui est fait, et c'est pour ça que je remercie Olivier Bidou de cette initiative parce que ça demande beaucoup de travail et il faut beaucoup de volonté et d'énergie pour arriver à peut-être un peu de résultats. On a une chance unique, c'est une porte ouverte, c'est une opportunité. De notre côté, on n'hésite pas, on fonce. Je crois que j'ai 2 prises de parole. Le micro est où? Bah, tu veux que tu commences alors? Puis après, ça sera toi après, puis après toi, d'accord? Oui, bonjour. 3 points pour faire bref par rapport à ce qui a été dit. D'abord, en ce qui concerne l'étiquette politique, je comprends bien que chacun en a nos convictions, mais en termes de groupe, il faudra bien se positionner pour les quelques élus une fois qu'on sera au Parlement, que les élus seront au Parlement. Il faudra bien se positionner quelque part dans l'hémicycle. Qu'avez-vous envisagé à cet égard? D'autre part, en ce qui concerne le Conseil économique et social et environnemental, il ne faut pas l'oublier, et je vous préciserai pourquoi tout à l'heure. Se présenter en termes de lobbyiste me pose problème, tout simplement par l'aspect corporatiste qu'il peut y avoir derrière. Et enfin, en matière d'énergie, si j'ai bien lu le programme, et je suis là ce soir, donc c'est quelque part que j'y adhère, en matière d'énergie, je coince un peu par rapport à ce programme. Pour vous expliciter d'où je vous parle, je dirais en quelques mots que je suis ingénieur en bureau d'études techniques, essentiellement dans le domaine de la construction et de l'environnement, et que je suis par ailleurs accessoirement intermittent de la justice en tant qu'expert judiciaire. Merci. Vous voulez répondre avant que je parle ou Bon. Donc Éric Laurent Ricard, je suis entrepreneur plutôt dans les domaines de start-up et j'arrive tout nouveau ici, donc j'aurais voulu quelques informations complémentaires sur la structure, l'association, l'ensemble, etc. J'ai bien compris que l'idée était de défendre l'ensemble des artisans, des petits entrepreneurs, etc., des startups. Donc ça c'est très bien. Maintenant, mes questions sont très basiques, c'est de dire déjà combien de membres existent et quels sont vos plans pour développer ça. Si on veut pouvoir avoir un poids, une force, et donc aussi des fonds et des moyens, il faut recruter un maximum d'artisans, un maximum d'entrepreneurs, un maximum de jeunes entrepreneurs. Je dirais qu'il y a un besoin de développement de l'association pour pouvoir avoir une voix et avoir un poids financier. Dans les 2 cas, il faut recruter. Et quels sont vos moyens pour recruter, surtout dans des populations, je dirais, jeunes, parce que c'est celles qu'on va aider à développer pour la suite, et c'est elles dont on a besoin pour porter nos voix. Oui, je m'appelle Gilles Bonin, je suis de Vendée, pays de la Loire. Voilà, donc je suis artisan moi-même, et c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on peut faire beaucoup de choses, parce que les artisans ne sont pas représentés, quasiment pas. Il faut dire que dans ce domaine d'activité où je suis, c'est dans la plomberie, et il y a du travail encore, mais il y a des artisans malheureusement qui n'ont pas trop d'emploi ni de main-d'œuvre disponible. Bon, il faut savoir également que trouver des employés, ça devient difficile, surtout des employés qualifiés. Donc j'en reviens à l'apprentissage, qui est quand même un maillon important. Donc il est important de former des apprentis. J'en ai formé plusieurs moi-même, mais néanmoins, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, je dirais. Voilà.
Ouais, je suis Patrice Sinaud, je suis du 93 et j'ai bien aimé l'intervention de monsieur au sujet des éoliennes. Il n'en reste pas moins vrai que les autres étaient fort intéressantes. Sur les éoliennes, je partage complètement la conception de ce monsieur. C'est même pas une histoire de conception, c'est tout simplement... Ça fonctionne ? Ouais. C'est tout simplement une réalité qu'on peut prouver par A plus B et on peut le lire sur n'importe quelle presse spécialisée. Quant à moi, c'est une idée qui me vient à l'esprit et qui est sortie dans les médias très récemment. C'est l'idée du diesel. Alors voilà le genre d'idée complètement stupide et égocentrique, ou je ne saurais la qualifier, tellement les décisions sont prises à l'emporte-pièce sans savoir de quoi l'on parle. Si je parle du diesel, je ne suis pas un spécialiste technique. J'ai simplement lu plusieurs articles de M. Tavares, qui, comme chacun sait, est quand même le patron de PSA, et qui nous dit, sous tous les angles, que le diesel aujourd'hui est moins polluant que l'essence, d'accord, voire de manière équivalente. Or, un gouvernement non averti, assoiffé de publicité, assoiffé de reconnaissance, prend des décisions par des gens qui sont plus ou moins compétents, qui sont contraires à la déontologie normale et qui est reportée en veux-tu en voilà par des médias qui sont quand même pour une grosse majorité tout à fait complaisants. Alors pourquoi je parle de cette idée? Parce qu'il y a 15, 20 ans, on a dit à la population française, mais il faut rouler diesel, il faut rouler économique, les Français n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Le résultat est qu'aujourd'hui, les gens ont largement investi dans le diesel et il faut tout vendre, ou pratiquement tout vendre, pour acheter beaucoup plus onéreux. Mais plus onéreux, certes, mais en plus, beaucoup plus polluant. Parce que les batteries, ce n'est pas le tout d'acheter une voiture, laquelle voiture ne consomme pas ou n'émet pas de pollution. Il n'en reste pas moins vrai qu'à la fabrication, il est prouvé que la pollution est largement supérieure à ce qu'on peut avoir par le diesel, par les temps qui courent, j'entends. Là-dessus, on a une autre forme de consommation qui pourrait avoir lieu, c'est l'hydrogène. Or, l'hydrogène, moi, depuis que je suis en âge de pouvoir raisonner, j'entends parler de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est très comme par hasard, aucune étude sérieuse n'a été faite à ce sujet comparativement à des moteurs qui pourraient être performants. Alors on va nous parler d'avions avec le kérosène qui n'est pas taxé. Bref, aujourd'hui on prend des initiatives pour vous donner ou pour nous donner des solutions qui ne sont pas, qui sont des solutions tranquillisantes pour l'esprit, mais totalement négatives pour nos enfants et petits-enfants. Alors voilà le type d'idée que moi j'aimerais bien défendre pour prouver qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer, qu'il ne s'agit pas seulement de dire le pourquoi du comment, mais qu'il s'agit simplement de faire. Et je crois aujourd'hui qu'avec la génération qui nous entoure, qui est quand même la génération suite 68 arde, qui avait tellement d'idées dans le style « il est interdit d'interdire », qu'on n'a jamais eu d'interdiction aussi importante qu'aujourd'hui. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté et je suppose qu'on aura bien des joutes oratoires à faire plus tard. Pour l'instant, c'est une prise de contact. Je pense que tu veux répondre en partie. Monsieur, tout à l'heure, pour l'action de lobbying, il est bien évident qu'on n'a pas les moyens ici, même si on faisait une quête là à l'instant, de se payer un lobbyiste en chef pour défendre les artisans. En revanche, il faut savoir maintenant, et vous le savez certainement, que au Parlement européen, les députés européens participent aux commissions parlementaires. C'est-à-dire, et que c'est dans ces commissions parlementaires que sont élaborées les directives européennes qui seront dans une première étape soumises au Parlement européen et qui après seront à intégrer dans les droits nationaux. Et donc c'est pour ça que là, d'avoir des élus et des élus issus de gens comme vous est important. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rentrer dans la boîte noire et voir effectivement l'action des lobbyistes qui ont de l'argent et ont les moyens de faire des politiques de com. C'est tout simplement prendre en compte une réalité. On ne peut pas faire
comme ceux qui peuvent nous gêner dans nos activités quotidiennes. En revanche, on a une possibilité phénoménale à travers ce qui s'appelle la démocratie et la possibilité d'élire des parlementaires à Strasbourg. Il faut en profiter. Peut-être que ça ne durera pas. Avant, ce n'était pas possible. Les parlementaires européens ne participaient pas à l'élaboration des directives. Maintenant, c'est possible. Donc, c'est cette opportunité qu'il faut saisir. Absolument. Alors, attends, je vais d'abord essayer de répondre aux questions. Merci. En ce qui concerne les partis politiques, quelqu'un a dit on est forcé de prendre parti. C'est pas vrai. Hein. Au niveau européen, il existe des gens qui sont sans étiquette et qui s'affilient au fur et à mesure des questions posées au groupement qui correspond le mieux à leur conception intellectuelle. Donc, quelque part, on peut très bien maintenir un mouvement aujourd'hui, maintenir quelqu'un d'autre et un autre mouvement demain, et chacun aura sa liberté de penser pour ceux qui seront élus. Ils agiront à leur âme et conscience. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pas une chose. Après, notre organisation, c'est ça dont tu parlais. Alors, notre organisation, on existe depuis 10 ans, ce qui est quand même, on n'est pas éphémère, on n'est pas aujourd'hui pour disparaître demain. On existe depuis 10 ans, notre implantation, elle est sur toute la France. Alors, elle est sur toute la France, régie par un bureau parisien, et on fait toutes les élections sociales. Et c'est comme ça qu'on a des juges un peu partout et aussi des administrateurs. On en a eu au RSI, qui n'existe plus maintenant. On en a eu à CIPAV, on en a au Conseil économique et social, on en a au tribunal de commerce, ce qu'on appelle maintenant le Pôle emploi, la Chambre des métiers. Enfin, on est un peu partout implanté en France. Et bien sûr, tout ça est centralisé sur Paris. Et c'est nous, le bureau parisien, qui gérons ça et qui tenons chaque département, des listes de départements, des personnes qui sont là. On les rappelle régulièrement quand il y a des élections qui les concernent. Et certains que quand il y a des élections, je ne sais pas, des pharmaciens, parce qu'on a quelques pharmaciens ici, on va les solliciter pour être dans les caisses de retraite des pharmaciens, par exemple. Donc on espère qu'ils seront élus, on fait tout pour et on s'en occupe. Ce qui est vrai pour tous les métiers qui sont des professions indépendantes. Mais c'est vrai qu'on fait aussi pour le RSI, on était un peu présent partout en France dans le RSI. Donc c'est ça, pour l'organisation, on est depuis 10 ans implanté partout. C'est comme ça qu'on a 1500 élus à peu près en France. Alors, les autres questions qui étaient posées. Bon, toi, tu as posé la question et tu as amené ta solution. Donc finalement, l'électricité n'est pas l'idéal, c'est ça que tu veux nous dire. Maintenant, il y a d'autres énergies qu'il faut découvrir qui seraient plus écolo, c'est ça. Ouais. Merci. Alors, oui, j'y pense, j'y pense. Alors, parce qu'il y avait de ça, il y avait une question là, une autre ça. Ah oui. Alors, en réalité, on a un gros problème de développement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire les élections européennes. C'est-à-dire qu'on progresse régulièrement. C'est-à-dire notre groupe progresse. On a de plus en plus ou de moins en moins d'élus selon les circonstances. Mais disons qu'on avance régulièrement. Mais ce n'est pas satisfaisant. Parce que 1500 élus en 10 ans, c'est bien pour la plupart des gens. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. On devrait avoir au moins un tiers des élus en France. Parce que c'est nous qui représentons toutes ces catégories socio-professionnelles et on n'a pas la représentation. On a la représentation. Je reprends. Il y a 4 organisations qui sont reconnues comme pour les employeurs. Il y a le MEDEF, que vous connaissez un peu, la CPME, que vous connaissez aussi un petit peu, l'UDP. Alors l'UDP, c'est l'Union des artisans. Les artisans, c'est ceux qui ont signé le programme commun avec Mme Aubry pour les 35 heures. Et les professions libérales, l'UPA, l'UNAPL, pardon, excusez-moi. Donc ils sont associés parce que pour avoir la représentativité, il fallait avoir 8%. Donc eux faisaient à peu près 8% ensemble, alors qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes opinions. On imagine mal comment ils peuvent défendre des opinions alors qu'il y en a un qui a voté le 35 heures, l'autre qui a été contre. Donc on n'a pas voulu s'associer avec eux parce que il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de foi. C'est uniquement de la technique et ça me gêne beaucoup. Les gens qui ne croient pas en ce qu'ils font, c'est pas la peine qu'ils le fassent, donc je ne le fais pas. Donc, et puis nous. Donc il n'y a que 4 organisations professionnelles reconnues par le ministère de la Justice et le ministère du Travail. Et on parle
bien compris, le MEDEF, tout le monde le connaît, CPM un peu, l'UDP, vous avez peut-être entendu parler un petit peu, mais nous, la CNDI, personne ne nous connaît. Donc c'est pour ça qu'on se dit, pour se faire connaître, on va faire les élections européennes et on va se faire connaître comme ça. Alors c'est pour répondre un petit peu, et j'ai trouvé ta réflexion intéressante en ce qui concerne les rémunérations des juges au tribunal de commerce. C'est vrai que ce n'est pas forcément une question européenne, mais c'est une question qu'on ne peut pas tout à fait négliger de porter dans notre combat d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce n'est pas spécialement dans le programme européen, ça je le reconnais. Mais donc voilà, pour répondre à la structure. Il y avait encore une autre question, c'est fait. Ah oui, avec un micro, autrement ça ne compte pas, il faut tout recommencer. Voilà. Donc je voulais apporter une réponse à la pollution. Bon, il existe en France une société qui a déposé un brevet pour des véhicules à air comprimé. Ils ont fabriqué des véhicules, ils les vendent en Inde, ils n'ont pas le droit de les vendre en France. Cherchez le défaut. Voilà. Et concernant également l'électricité, vous parliez d'électricité, il faut savoir que la plupart de nos centrales nucléaires sont obsolètes. On risque l'incident à tout instant. Donc là, théoriquement, on aurait dû les fermer, ces centrales. Donc alors, si on ferme les centrales, si on enlève les éoliennes, d'où va venir l'électricité? Alors il y a ce qu'on a parlé, les motomotrices, les centrales hydromotrices, plutôt avec les marées. Ils ont fait un essai, finalement ça n'a pas été très satisfaisant d'après ce que j'ai cru. Après, bon, pardon. Merci. Juste 2 mots. Est-ce que vous pourriez faire gaffe aux journalistes, ayant été journaliste avec une carte de presse, quand j'entends que les journalistes sont complaisants, ça me fait toujours un peu mal. Pareil pour les maires, j'ai été maire adjoint de la commune de Cesson à Melun-Sénart. Donc du temps de M. Bentley, ils ne sont pas tous pourris, ils n'ont pas tous propriétaires et ils ne reçoivent pas tous. Alors faites gaffe, si vous avez des journalistes devant vous, faites gaffe à ce que vous dites. Et puis moi j'en prends plein la gueule, donc à un moment donné ça me va bien. Ensuite, la représentativité, vous avez tout pour gagner, soyez forts. Et dans votre représentativité, j'espère, puisque vous avez ce mot à la bouche assez régulièrement, j'espère que vous allez tenir bon. Autrement dit, ceux qui vont se présenter seront véritablement des artisans, des commerçants, des indépendants, inscrits au RC, inscrits au registre. Pas de type, vous voyez ce que je veux dire, voilà, parce qu'il y en a de partout. Des technocrates qui, dans une vie passée, ont été ceci ou cela et qui ne le sont plus. Alors les vrais problèmes, nous on les connaît parce que nous on trime tous les jours. Et enfin, dernier point, juste une mise en garde. Évitons peut-être chacun d'aborder un sujet très pointu aujourd'hui. Élaborons déjà un programme avec des grands thèmes, écologie, emploi, formation. Parce que si on parle tous, moi j'ai envie de vous parler, je ne sais pas, vous avez parlé du diesel, des éoliennes, je vais vous parler de l'hydromotricité aussi, et des marées montantes. Mais on ne va pas avancer, faisons, c'est votre rôle. Non, on avance. On avance contrairement. Ce n'est pas parce qu'on laisse la parole aux gens qu'on n'avance pas. Hein. Au contraire, je pense qu'on avance bien et que toutes les idées qui sont proposées sont à écouter avec attention. Peut-être pas toutes à développer, mais je pense qu'elles apportent tous quelque chose. Il n'y a pas d'idée qui soit vraiment mauvaise. Est-ce que j'ai répondu à peu près à toutes les questions? Oui, bien sûr. C'est le but. Alors déjà, je me présente, donc Ernest Silva. Donc moi, j'ai aussi plusieurs vies dans mon âge. Donc j'ai été chargé de formation, chef de projet. Donc je dirais pas où, mais c'est EDF, puisqu'on en parlait un petit peu par rapport au nucléaire. Donc à ma retraite, donc j'ai pris aussi la direction. Donc je suis aussi chef d'établissement de centre de vacances. Et puis j'ai aussi chef d'entreprise donc de l'esthétique, de centre esthétique. Voilà. Donc ma question elle est plus pratique. Donc j'ai bien compris qu'effectivement représenter un poids assez important, 95% quand même, c'est quand même assez important, mais on n'a pas assez de visibilité. Donc ma question est-ce que, moi personnellement je vais le faire, mais je vais le faire dans les médias internet, donc indépendamment des rencontres que je vais avoir avec d'autres chefs d'entreprise ou autres, mais par internet, je vais forcément engager des frais que je vais prendre en charge moi-même. Est-ce que je ne vais pas porter par rapport au compte de campagne, porter tort à la liste par rapport à ça? J'espère que non. J'espère que non. Mais
Les comptes de campagne, je pourrais faire qu'on n'en parle pas tout à fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment la bouteille à encre, mais pas de l'encre claire, hein, c'est vraiment la noire. Hein. Je ne vous raconte pas toutes les démarches qu'il faut faire auprès de la commission des comptes de campagne, ne serait-ce que pour ouvrir un compte bancaire. C'est infernal. J'ai dû me battre avec la Banque de France pour avoir un compte bancaire qui est crédité, qui n'est pas encore ouvert. C'est vraiment infernal. Hein. Donc, les comptes de campagne, je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un compte de campagne, sauf que c'est les dépenses qui sont dépensées pour la campagne. Ça, c'est le vocabulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on intègre dans ces comptes de campagne ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux prendre ? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être prises ? Est-ce que chacun, dès qu'on dépense quelque chose, est-ce que ça doit être considéré dans le compte de campagne ? Ce que tu dis, par exemple, tu vas dépenser 3 sous, est-ce que ça rentre dans le compte de campagne ? Même si 4 sous. Franchement, j'en sais rien. Parce qu'à ma connaissance, le compte de campagne, c'est l'argent que nous avons, que nous recevons du parti qu'on a créé qui s'appelle les Ouvriers de l'Europe. On a fait une association de financement qui va payer ces comptes de campagne et c'est cet argent-là qui va compter pour le compte de campagne. Si moi je vous paye un coup, est-ce que ça va compter dans le compte de campagne ? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah ben non, si c'est moi qui vous le paye de mon plein gré, si je le paye pour la campagne, oui, c'est normal. Mais en ces cas-là, je me fais rembourser par l'association de financement. Ça, c'est d'accord, hein, d'accord. Mais si je vous le paye pour me faire plaisir, et Louis, on va voir un coup ensemble tous les deux, est-ce que ça va compter ? Je te paye plus un coup. Non, là, franchement, c'est un peu complexe pour répondre à la question. Je comprends bien. Hein. Mais dans la mesure où tu dépenses et que tu ne m'envoies pas la facture pour te la payer, je ne vois pas comment ça peut rentrer dans mon compte de campagne. Et si tu dépenses de l'argent sans me le demander, je ne te rembourserai pas. Donc, d'accord. Enfin, ça, c'est intellectuel, parce que c'est plus compliqué que ça, les comptes de campagne. Hein. Franchement, c'est vraiment complexe. Hein. Alors, ça sera sans doute la dernière. Enfin, moi, je veux bien, il fait encore jour. Mais si vous voulez que... Oui, vas-y. Tu prends un micro. Est-ce que les oubliés de l'Europe auront-ils un compte Facebook ou Twitter ou Instagram ? Est-ce qu'on aura WhatsApp éventuellement pour communiquer entre nous de façon rapide ? Est-ce que les médias modernes vont être utilisés à profit ? J'imagine que les petits lutins que nous sommes par rapport aux grands mastodontes ont sans doute besoin et vont tirer parti encore plus les autres grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà ma question. Merci. Alors, il faut quand même savoir que si nous, la CNDI, on est connus, c'est uniquement parce qu'on a utilisé les réseaux sociaux et Internet. Hein. Donc il n'y a pas de raison que pour la campagne, on ne l'utilise pas. D'accord, c'est parce que c'est dans la suite des choses. Hein, d'accord. Je vois qu'un grand silence. Ah, tu as une question. Bon, d'accord. Est-ce qu'on élabore une stratégie de communication ou que chacun va faire le boulot dans son coin ? Et ensuite, est-ce qu'on défend ces points-là, d'autres ? Enfin voilà, c'est un peu large. Alors d'abord, on va communiquer le programme, peut-être avec quelques corrections, mais le programme, on va le communiquer à tout le monde. Hein, donc vous aurez tous le programme à défendre. Hein, vous saurez comment aller et avec quoi là-dedans, vous prendrez ce que vous êtes, là où vous êtes le plus fort. Vous n'allez pas vous battre sur les points où vous êtes le plus faible. Donc vous vous battrez là où vous êtes le plus fort et vous saurez argumenter et bien exprimer. C'est ce qu'on va faire. La deuxième chose, tu disais quoi ? Oui, on prend ce programme et chacun le développe là où il est bon. Alors, non, il y aura une stratégie de communication avec un peu de réserve. C'est-à-dire qu'on va vous communiquer à tous les éléments que nous souhaitons développer. Et ça, oui, bien sûr. Et ces éléments-là que vous serez porteurs auprès des médias. C'est ça que tu veux dire, non ? Je crois que la coordination sera un peu difficile. La coordination, elle sera au niveau parisien. Je pense que c'est un peu difficile que quelqu'un de l'Est, non, pas forcément, du reste, non. Oui, je pense que la communication doit passer par Paris, pas du tout c'est pas l'esprit de censure, c'est l'idée d'être un haut-parleur vis-à-vis des autres. Parce que si chacun communique comme ça, j'ai bien peur que
on rentre vite dans des cafouillages qui soient pas de mauvaise foi, mais qui déforment un peu notre formule de pensée. Oui? Tu prends le micro. Autrement, Sébastien, il m'engueule. Voilà. Non, c'est juste pour répondre à ce que vous avez dit, là où j'adhère parfaitement avec ça, parce qu'il est possible de faire, avec le prénom, par exemple, de la personne, rattaché au nom Les Oubliés de l'Europe, une adresse email personnelle pour chacun qui est présent sur la liste, ce qui fait qu'on peut communiquer facilement entre nous et mettre en copie le président à chaque fois. Alors, bon, effectivement, pour moi, le mail, c'est intéressant, mais si, il y a monsieur qui regarde ses mails, c'est tout, mais les autres n'ont pas regardé leur mail. Bon, donc WhatsApp, c'est instantané, donc c'est infiniment plus rapide, et je pense qu'on crée un groupe WhatsApp, au moins, alors peut-être il peut y avoir un groupe pour les membres du bureau de Paris, il peut y avoir un deuxième WhatsApp plus élargi à la liste des 49, et puis éventuellement une liste WhatsApp CNDI. Bon, c'est une idée, hein, je réfléchis tout haut. Après, on se trouve dans une communication ou une conversation avec un journaliste, avec un maire, avec Pierre-Paul Jacques Jean, et il y a un truc qui nous... Bon, on a une question, on ne sait pas trop quoi répondre. Ben, on peut peut-être utiliser WhatsApp, voilà. Et puis s'il y a quelqu'un qui répond, ben, on peut être sauvé par celui qui, de bonne foi et avec la bienveillance qu'on peut avoir tous les uns vis-à-vis des autres. Ben, on peut donner un petit coup de pouce. Moi, si on me parle d'éolien, je saurais donner un coup de pouce à n'importe lequel d'entre vous. Je pourrais vous parler du nucléaire aussi, puisque j'ai travaillé là-bas. Je peux vous parler d'assurance, moi, je peux être dans un certain domaine. Donc, je pense qu'on a tous des compétences dans tous les domaines. Monsieur pourra nous parler de plomberie, éventuellement, etc., etc. Donc, quand on a un sujet sur lequel on se sent un tantinet piégé, ben, peut-être que WhatsApp, c'est sans doute... alors, on peut prendre Telegram si on veut éviter, si on veut que ça soit crypté. Enfin, bon, je pense que WhatsApp, c'est suffisant. Et peut-être, enfin, je pense que c'est même crypté maintenant, en partie, en tous les cas. Et donc, peut-être, c'est un outil qui est peut-être plus instantané, qui peut nous permettre d'être sans doute beaucoup plus réactif que le mail classique, ce qui n'enlève pas l'intérêt du mail, bien évidemment. Voilà, je vous remercie. Voilà une bonne idée. Alors, attends, encore une toute petite, il m'a dit une toute petite. Hein. C'était bien mon idée. C'était bien mon idée. Je ne vous l'avais pas dit, mais c'était bien mon idée. D'accord, non. Ok. On est clean, là, à peu près. Ah, Christophe. Si vous permettez, ce sera la dernière question, à moins que ça remue encore des vagues, mais... Ouais. Vas-y. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Christophe Niedrich. Je dirige une agence de communication, donc je ne veux pas non plus partir là-dedans, mais je découvre, si vous voulez. Je suis là à l'invitation d'Olivier. Je vois qui nous sommes, les oubliés de l'Europe, artisans, commerçants, indépendants, etc. Mais je pense qu'aux yeux du public, je ne sais toujours pas ce que nous sommes, en fait, en quelque sorte. On n'est pas un parti, on n'est pas un syndicat, on n'est pas un groupe de je ne sais pas quoi. Donc il faut trouver un mot, un groupe de mots qui permettent de nous définir. Ça me semble le point de départ. Alors, il y a des trucs un peu bidons, un peu bateaux, pas bidons, bateaux, peut-être un mouvement citoyen alternatif ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il faut avoir une définition à la base qui nous permette de nous positionner, non pas comme un parti, non pas comme un syndicat, non pas comme un groupe de pression, mais comme quelque chose qui éventuellement puisse faire un petit peu rêver. C'est une bonne idée, mais nous sommes légalement un parti. C'est la loi, hein, parce que c'est le parti qui finance l'association de financement, c'est le parti qui peut recevoir de l'argent, c'est le parti qui peut faire des emprunts. Donc légalement, on est un parti.
On est une association de 1901 et là, on a écrit à la préfecture, c'est toujours l'administration, comme quoi nous sommes un parti politique. Oui, non mais j'ai compris, mais j'ai beaucoup de respect pour Christophe et je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas l'intention de rajouter quoi que ce soit au mot les oubliés de l'Europe. Ni parti, ni association, ni rien du tout. Ça s'appelle les oubliés de l'Europe. Et nous savons que c'est un parti, parce que c'est la loi, on ne peut pas faire autrement, mais je ne pense pas le marquer ni mettre une étiquette de ce genre-là. À mon avis, ça serait un peu nuisible. Voilà. Bah parce que personne ne se réclame. Personne ici. Personne ici. Bon, ben, je vous autorise vivement à aller vous ravitailler. Vous avez bien mérité de boire un petit gorgeon à ma santé.